Hello, c'est Néné et avec ma très chère Ndaya, nous avons eu l'honneur d'animer un podcast live à la NHA. Et comment vous dire, c'était incroyable. On avait très peur de ne voir personne et vous étiez au rendez-vous. Merci d'avoir été si nombreuses et nombreux, de ne pas avoir été timides et surtout de nous avoir boostés à continuer. Tout ça, c'est grâce à vous et votre soutien quotidien. Alors encore, merci. Bonjour, bonjour. Hello, vous allez bien? En tout cas, nous, ça va. Ça va mieux maintenant qu'on vous voit. On est trop heureuse de vous voir. Waouh. Bienvenue dans cet épisode vraiment exceptionnel du thé noir à la NHA, qui n'est pas un petit accomplissement, un des plus gros événements de la beauté noire. Pas en France, parce que nous, on n'arrêtait pas de dire en France, mais c'est en Europe, en fait. En Europe, ouais. Donc vraiment, applaudissez parce que vous êtes là. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Effectivement. Vous avez fait ça, c'est super. Voilà. Ouais. Alors, comme on a commencé un tout petit peu en retard, on a le droit de déborder. Donc, si vous avez plein de questions à nous poser, si vous voulez rester discuter, on n'est pas pressé du tout. On a tout notre temps. On a dit qu'on va achever la journée en beauté, vraiment. Donc, on va bien déborder. Ok. Alors, on a d'abord une première question. Qui est-ce qui ne connaît pas le thé noir? Si vous ne connaissez pas, levez la main. Levez la main. Waouh. Ok. Waouh, donc je pense qu'aujourd'hui on est vraiment entre bibiches, on est entre copines du thé noir. Voilà. Et pour celles qui ne connaissent pas, on va bien vous draguer aujourd'hui, franchement. On est là pour vous charmer. Si vous partez d'ici, vous nous aimez pas, c'est chaud. C'est qu'on a perdu notre game, mais on va tout donner aujourd'hui. Ok, donc moi c'est Néné, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Et on est le thé noir, on est le premier podcast afro-féminin. On a lancé ça en 2017, on fête nos 8 ans en septembre. Oui. Et merci. Et ça fait presque 8 ans que vous nous écoutez dire beaucoup de bêtises. Et parfois on dit des choses sensées. Et voilà, je sais pas. Voilà, c'est ça. Hein. Alors pour celles qui ne connaissent pas le thé noir, ce qui est intéressant, c'est que notre podcast, c'est pas spécialement un podcast à thème, mais je dirais que c'est plus le témoignage de notre amitié. Parce que ça fait maintenant 15 ans plus qu'on se connaît. 20. Un peu plus de 15 années qu'on se connaît. Et on a vraiment fait les 400 coups ensemble. Je pense que toutes les femmes noires se retrouvent dans ce genre de relation où vous avez grandi avec cette personne, vous avez fait les 400 coups, vous avez passé des caps importants, les diplômes, les petites ruptures, les voyages, les opportunités. On a vraiment vécu tout ça ensemble. Ouais. Le petit truc en plus, c'est qu'on est amis, mais on est aussi devenus belles-sœurs. Ouais. Il y a 10 ans de ça. Un peu plus de 10 ans, ouais. Voilà, donc on est amis, belles-sœurs, associés, ce qui fait que nos échanges, en fait, c'est vraiment le témoignage de notre amitié de longue date. Et on utilise cette amitié en fait pour aborder plein de sujets qui touchent la femme noire avec notre petite touche personnelle. Voilà. C'est un podcast où vous passez un bon moment. Des fois vous apprenez des choses, des fois vous rigolez, des fois vous vous indignez aussi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui on va un peu s'indigner parce qu'on a commencé spécialement. Hein. On a commencé spécialement, mais on va essayer surtout de vous faire passer un bon moment. Oui. Et on va vous poser d'abord une question pour savoir si on est sur la même longueur d'onde avant de commencer. Est-ce que Thierry Henry est l'homme le plus beau de France ? Levez la main si vous êtes d'accord. J'ai vu un an et là, ça me plaît pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas mes lunettes ou il y a un problème là? Je suis pas sûre. Est-ce que Thierry Henry est quand même l'un des hommes les plus beaux de France? Non. Est-ce que vous pouvez applaudir si vous trouvez que Thierry Henry est l'un des plus beaux de France? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'étais vraiment inquiète là. Vraiment inquiète. Ok, bon. On a une brochette spéciale aujourd'hui. On a une brochette qu'on va découvrir. Mais pour vous dire ce qu'on a prévu aujourd'hui, d'habitude on fait des épisodes où on est juste à deux, on raconte un peu nos vies, on suit notre rythme. Mais aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu différent. C'est-à-dire qu'on cherchait un moyen de raconter quelque chose qui englobe l'expérience de la femme noire avec un grand F. Et on s'est dit que ce qui serait intéressant en fait, c'est de prendre des situations différentes et de jouer sur le fait que beaucoup de gens aiment dire t'es pas une vraie femme noire si t'as pas fait ça, t'es une vraie femme noire si t'as fait ceci. Et de prendre ça un peu à contresens. Ce qui fait qu'on va commencer à chaque fois avec une phrase, genre tu n'es pas une vraie femme noire si tu ne trouves pas que Thierry Henry est le plus bel homme de France. Voilà, par exemple. Si vous êtes d'accord, vous levez la main. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous abstenir. Mais on vous donnera aussi la parole. Donc si vous souhaitez intervenir, donner votre avis par rapport à ce qu'on a dit, vous serez les bienvenus. Okay. On peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut s'asseoir, ça ne me dérange pas? Asseyons-nous, c'est parti alors. C'est parti. Alors, la première. Tu veux lancer les hostilités? Je lance les hostilités. Oui. Genre les petites notes. Alors, tu n'es pas une vraie femme noire si tu n'as jamais créé une recette maison pour tes cheveux. Alors, si ça vous est déjà arrivé, vous devez lever la main.
Oh là là. Oh là là. Mais je m'attendais Là, à ce c'est qu'il y en ait presque plus. l'unanimité. Non, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Ouais, je m'attendais aussi à ce qu'il y en ait plus, c'est vrai. C'est vrai. Moi, quand on a pensé à cette phrase-là, ça nous a rappelé en fait l'époque où j'ai l'impression qu'il y a eu ce truc où à un moment donné dans nos vies, on a toutes passé un tournant où on arrêtait de faire des coiffures qu'on appelait protectrices, qui en fait se résumaient juste à cacher nos cheveux, c'est-à-dire faire des tresses avec des rajouts Ou défrisé. ou des frisés. Parce que les cheveux étaient durs à démêler, c'était plus simple quand ils Exactement. étaient défrisés. Il y avait toujours quelque chose en fait pour cacher la vraie nature du cheveu, et qu'à un moment donné en fait c'est comme si on avait eu un déclic et qu'on se disait et si je regardais en fait ce que j'avais, ce qui sort du cuir chevelu, et voir ce que ça donne en fait. Et c'est vrai que il y a 15 ans, 20 ans, quand tu réfléchissais à ça, tu te retrouvais avec très peu d'options en dehors de Dax et la pommade pink, quoi. Exactement. Ouais. Le Dax, ça a été l'odeur de notre enfance, de la tête coincée entre les cuisses des tantines pour faire les jolies tresses. Ça nous a valu des problèmes quand on a dit ça en ligne. Exactement. Moi, je me souviens spécialement de l'odeur du Dax et du Just For Me, Oui. qui était l'odeur préférée quand j'étais petite. Est-ce que tu avais la petite cassette Just For Me à l'époque? Évidemment, J'aimais j'avais trop la les chansons. cassette Just For Me. Je faisais Oui. toutes les coiffures comme sur les boîtes de défrisants, parce que Oui. sinon c'est pas drôle. C'est Et ça. effectivement, quand on y a réfléchi, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on commençait tout à faire un peu nos produits, etc. C'est là où on a découvert Aromazone, où on pouvait aussi commander nos huiles, tester un peu à gauche, à droite, tester un peu les recettes de grand-mère. Je pense que j'ai fait un masque avocat, œuf, mayonnaise dans la cuisine sur mes cheveux. J'étais là, ça pue, mais c'est pas grave, ça marche. Ça marche. C'était ça le plus important. On était vraiment prêtes. Je pense qu'on était à une époque où on manquait tellement de ressources qu'on était prêtes à tout tenter en fait pour avoir une petite formule qui va fonctionner pour notre texture de cheveux. Et on manquait énormément de ressources, et je pense que ça a été une ère en fait où vraiment l'influence a explosé pour les femmes noires. Et moi, je serai toujours éternellement reconnaissante à toutes ces femmes qui, à 15-20 ans, ont décidé de rentrer dans des forums pour nous Faire des expliquer blogs, qu'elles prenaient soin de leurs cheveux avec tel et tel produit, qui faisaient l'effort de se ruiner, parce qu'avant, l'influence, c'était pas la même chose, c'était vraiment débourser tout le temps de sa propre poche et tester des marques tout le temps pour nous dire ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça fera ça à vos cheveux, etc. Enfin, quand tu réfléchis, tu te rends compte qu'on vient vraiment de loin. Il y a 20 ans, tu m'aurais demandé mais c'est quoi la texture de tes cheveux? Est-ce que tu as un 4A, 4B, 4C? Est-ce que tu connais la porosité de ton cheveu? Je ne connaissais rien. Tout ce que je savais, c'est que je pouvais les défriser ou faire des Pony 2000. Et ça s'arrêtait là, quoi. Et c'est redevenu à la mode, les Pony 2000, donc Oui. du coup, finalement. Oui, les Pony 2000, elles ont été rebrand en French Curls. Oui, c'est les ça le French- nouveau nom les- maintenant? les C'est French littéralement Curls. des Pony 2000 que vous achetez. Voilà, exactement. Elles sont juste un peu plus longues. Et Exactement. voilà, c'est ça la tendance du moment. Ok. Ok, deuxième phrase. Question suivante. Voyons voir. Tu n'es pas une vraie femme noire si tu n'as jamais porté un fond de teint qui était trop clair ou trop foncé pour toi. Levez la main. Et là, franchement, c'est pas pour tirer sur elle, mais j'ai pensé tout de suite à Ramayad. Et je veux vraiment pas faire la fille qui se moque ou quoi que ce soit, mais j'ai pensé à ça et je me suis dit, mais Ramayad, c'était vraiment l'exemple type où on se dit, mais c'est une femme qui est arrivée au gouvernement français. Je sais pas si tu peux faire plus présent, enfin plus influentiel que ça, Exactement. en fait, d'être à un poste aussi élevé et de se dire que même cette femme, elle rencontre les mêmes challenges que nous, en fait, de trouver des produits qui sont juste adaptés à sa personne en tant que résidente de France, quoi. Et ayant le budget qu'elle a. Avec un budget pareil. Avec un budget énorme, parce que nous, quand on a commencé à se maquiller, on se disait acheter un fond de teint à 10-15 €, c'était déjà beaucoup d'argent. Moi, je me souviens que le premier fond de teint que j'ai acheté, c'était un Iman Cosmetics, c'était une poudre. J'étais au top du top. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça existe une couleur pour Mais ma peau. Iman, jusqu'à aujourd'hui, c'est une excellente marque, hein, C'est franchement. Ouais. On avait Ouais. les Black Opal, les MAC. Moi, je me souviens que quand on a découvert MAC, tout le monde allait chez MAC. Et j'étais très triste parce que les fonds de teint de MAC ne fonctionnent pas sur ma peau. Ouais. Ils la rendent tellement grasse. Et j'ai testé C'est vrai. tous les fonds de teint et j'étais là en train de me dire, mais si, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Je vais en rajouter, je vais mettre de la poudre. Et en fait, j'étais juste une boule de graisse. Et je me disais, mais il n'y a pas de marque en fait pour Il n'y ça. avait pas de juste milieu. T'étais Ouais. soit une boule qui brillait, soit une boule super pâle, comme si tu avais juste mis du talc, quoi. C'est Et j'ai ça. l'impression d'ailleurs que, enfin pas notre génération, mais la génération de mon maman d'ailleurs, elle ne se cassait plus la tête en fait à chercher des fonds de teint. Elle mettait juste du talc pour matifier la peau et ça Du s'arrêtait là, talc et quoi. du crayon noir pour les sourcils. Et après, c'est un petit peu de gloss et elles étaient maquillées. Faut même pas me lancer sur ça parce que franchement nos tantines,
elles avaient vraiment des bonnes références en termes de beauté. Parce que je sais qu'on aime bien critiquer un peu les tendances qu'elles avaient, à par exemple raser les sourcils à la Gillette, à faire le trait noir, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beau à se dire qu'il y avait vraiment, il y a une esthétique de la tantine. Et ça, franchement, je trouve ça super beau. Ça ne veut pas forcément dire que je vais l'adopter, oui, mais on la retrouve justement dans beaucoup de célébrités maintenant qui reprennent certains de ces codes. Et on passe toujours de ce truc où il y a des choses qui sont dans nos cultures directement, qui sont vues comme ringardes. Et du jour au lendemain, il y a une personne un peu populaire qui n'est pas du tout dans notre communauté qui va reprendre ces codes. Et d'un coup, on va se dire, waouh, c'est vraiment, c'est unique, ça casse les codes, etc. Alors que c'est juste nous la référence, quoi. On a l'habitude. Dites-nous, le premier fond de teint que vous avez acheté qui était à la bonne teinte était de quelle marque? Ça m'intéresse. Je suis curieuse. Est-ce que je passe le micro? On peut faire passer un micro. Oui. Moi, c'était Kiko, c'est peut-être pas représentatif, mais c'était la marque Kiko. Kiko? Rapport qualité-prix. C'était la bonne teinte, ouais. Ok. Je suis d'accord. Kiko, quand ça arrivait, c'était aussi très révolutionnaire, surtout en termes de prix. Ouais. Le rapport prix-qualité était incroyable. Et il continue à avoir un très bon vrai, rapport qualité-prix. Je trouve que les prix ne bougent pas trop comparé à d'autres marques. Ça reste plutôt stable. Tout à fait. On a une autre personne qui veut nous partager la première marque qu'elle a utilisée. Oui. Pour moi, c'était Fenty Beauty. Oui. Oh, wow. Donc 2017, premier épisode du Thé Noir Podcast. Littéralement. Voilà. Le premier épisode s'appelait Fenty Beauty, beauté ethnique. Et on avait vraiment repris tout ce truc où Fenty Beauty est arrivé et ça a littéralement choqué vraiment toute l'industrie de la beauté. Et particulièrement en France, parce qu'on se rappelle qu'avant ça, il y avait des marques qui proposaient nos teintes. Mais ces marques, en fait, se retrouvaient soit dans les très grandes villes de France, et en province, on était complètement paumés, en fait. Et c'est vrai que quand Fenty Beauty est arrivée, elle n'a pas fait quelque chose qui ne s'était jamais fait, parce que, comme on l'a dit, Iman Cosmetics le faisait, Bobbi Brown le faisait, Black Up le faisait. Black Opal aussi. Black Opal, lui, ça faisait partie des premières marques que j'achetais, d'ailleurs. Mais quand Fenty Beauty est arrivé, il y a vraiment eu ce truc où toutes les marques se rendaient compte que oui, en effet, on a un marché. Et on a un très gros marché. Il suffit de regarder les quelques statistiques, les quelques études qui sont faites. Mais en fait, la femme noire, elle dépense énormément dans la beauté. C'est celle qui dépense le plus dans la beauté. Et je pense qu'il y a certaines marques qui commencent enfin à s'en rendre compte. Donc, merci Fenty pour ça. Vous avez cité la marque, c'est Black Up. C'était mon premier faux de teint. Après, quand ils ont volé la marque au créateur, j'ai boycotté la marque. Ah, j'étais pas au courant de cette histoire. Bah, moi non plus. Bah non, pas du tout. Je vais chercher ça. Une autre intervention. Bonjour, moi c'était MAC Cosmétiques, les tout premiers fonds de teint qui sont sortis. Et l'avantage aussi de MAC, c'est que dès qu'on allait dans une boutique MAC, il y avait toutes les teintes aussi. Il fallait juste avoir une boutique MAC à côté. Et il y avait des professionnels qui étaient prêts à nous faire tester les produits, etc. Ça faisait toute la différence aussi, ouais. Oui, mais c'est des vrais professionnels parce que moi, je me souviens que ma cousine s'est mariée et elle a dit, je vais prendre la maquilleuse de MAC. Et quand la maquilleuse est arrivée, elle était une blonde aux yeux verts. Wow. Et je me suis dit, oh waouh, je suis pas sûre que ça va passer. Elle était magnifique parce qu'elle avait vraiment appris à travailler le teint et notamment le teint foncé. Et ça y est, c'était ma cousine, mais en mieux avec tous les produits et c'est une vraie professionnelle. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément quand on va dans certaines boutiques. Quand on va se faire maquiller, c'est « Oh non, c'est pas la bonne teinte ». Enfin, même sur les défilés, ils le disent beaucoup, en fait, les mannequins noirs, qu'en fait, ils ne trouvent pas les bonnes couleurs, que les maquilleuses ne savent pas les maquiller, etc. Oui. J'ai l'impression que c'est aussi la même chose avec le cheveu, mais bon, je pense que c'est un de nos autres points. Exactement. Intéressant à savoir, on va passer à la suite. Alors, un autre point, et c'est drôle parce que nous avons des hommes dans la salle, donc on pourra leur poser la question. Oui. Tu n'es pas une vraie femme noire si tu n'as jamais eu l'impression que les hommes noirs ne t'aimaient pas. N'ayez pas peur, les filles, levez la main si vous le sentez. Ouh là là. Ouh là là. Les hommes, vous vous sentez comment là? Il y a un homme qui agite la tête, il y en a un là-bas qui se cache. Alors, on va d'abord vous poser la question, pourquoi vous aviez l'impression que les hommes noirs ne vous aimaient pas? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, la première fois que j'ai ressenti ça, c'est quand j'ai vu les femmes des footballeurs. Elles étaient toutes blanches. Et franchement, ça m'avait trop choqué. J'ai compris que les hommes noirs ne nous aimaient pas forcément. Ok. Voilà. Un autre avis ici? C'est vrai qu'on essaye de ne pas faire de généralité, mais ça renvoie quand même un message assez clair, quoi. C'est difficile de penser autrement. Moi, j'oublierai jamais la génération Fatou Fâché. J'étais au collège, en fait. Enfin, et moi, ça va, à l'époque, j'étais pas trop intéressée par les garçons, donc ça m'a pas affecté tant que ça. Mais c'était super violent, en fait. Et c'était des hommes noirs.
Et puis Mokobe, il avait aussi sorti une musique où il y avait une femme noire, c'était caricatural, et c'est là où j'ai dit. On se rappelle très bien, Beyoncé Koulibaly, oui, c'était ça le titre. Oui. C'est vrai que quand tu réfléchis à ça et que tu dis que pas seulement des artistes, mais aussi toutes les personnes qu'on va côtoyer en fait sur une génération qui trouvait ça normal d'employer des termes pour définir la femme noire qui seront toujours vues de manière comique, de manière dégradante, etc. Même si tu n'as pas envie de faire de généralité, à un moment donné, dans ton estime, tu vas te dire, en fait, pour me préserver, je pense que c'est mieux que j'aille pas là-bas. C'est vrai. Alors, moi, la première fois que je l'ai ressenti, en effet, c'était avec les médias, les footballeurs, mais pas dans mon entourage personnel. Je trouve qu'en tant que femme noire, on a plus eu cette perception-là par rapport aux médias. Si on regardait généralement les hommes noirs, en tout cas moi dans mon entourage, après j'ai vécu à Paris, ils aimaient les femmes noires. Mais je pense que ce complexe, il est plus par rapport aux célébrités et en effet à l'image qui renvoie des femmes noires. Okay. Je suis plutôt d'accord. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a une petite nuance, en fait, c'est vrai, entre ce qu'on va voir dans les médias, etc. De toute façon, surtout avec les réseaux sociaux, je trouve que quand on voit quelque chose, c'est toujours noir ou blanc. On voit rarement de la nuance. Ce qui va vraiment frapper, c'est le choc de on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais dans l'entourage, il y avait certaines choses que je remarquais qui étaient un peu plus insidieuses, tu vois. Ça ne veut pas forcément dire « non, j'aime pas les femmes noires, je les trouve pas belles » ou quoi que ce soit, mais d'avoir des sortes de biais intégrés où on va te dire naturellement « je ne fréquente pas de femmes noires parce que je les trouve matérialistes, etc. » Et quand on va te poser la question à notre entourage et dire « mais donne-moi un exemple, tu vois, d'une femme avec qui tu as grandi, qui l'est vraiment. Est-ce que ta mère l'est? Est-ce que tes tantes le sont? Est-ce que tes sœurs le sont, etc. » Et de se rendre compte que quand tu challenges ça, il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas vraiment d'exemple. Donc ce que je trouvais dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de biais intériorisés qu'on doit apprendre à déconstruire, et pas seulement les hommes. On a une autre intervenante. Bonsoir, le thé noir. Hello. Moi, je suis une grande fan, donc avant de répondre à la question, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Je me permets, je suis la fille qui a gagné le concours et qui a réussi... Muriel. Oui, c'est moi. Muriel. Félicitations. Je viens de loin et j'avais besoin de venir remercier le thé noir, toutes les filles qui vous suivent, parce que c'est grâce à vous qu'on est visible, c'est grâce à vous qu'on existe, c'est grâce à vous qu'on sait qu'il y a des femmes noires en France qui prennent soin d'elles, que ce soit sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan, sur tout ce que vous voulez, sur tous les sujets que vous abordez. Et pour répondre à la question, je vais dire que le problème qui existe avec les hommes noirs, si on peut parler de problème, c'est la hiérarchisation qu'ils font. C'est le fait de nous mettre toutes en compétition. Plus claires, moins claires, plus grosses, moins grosses, plus riches, moins riches, plus intelligentes, moins intelligentes, plus professionnelles, moins professionnelles, plus carriéristes, et j'en passe. Et le problème qu'il y a vraiment, c'est de nous mettre tout le temps en opposition, alors qu'on demande juste à être visible auprès de nos pères, de nos frères, des hommes, de la société. Donc voilà, c'est une bonne question. Merci. Merci beaucoup Muriel, c'est très touchant. Bonjour. Moi, c'était où je me disais que les hommes noirs n'étaient pas intéressés par moi. C'était parce que je voyais beaucoup avec le réseau le tout est noir sauf nos meufs. Donc ça, ce hashtag-là, ça a fait beaucoup parler et ce que j'ai vu, violent. Ça m'a énormément choquée. Et moi-même, quand la première relation que j'ai eue, c'est avec un homme noir, mais j'étais choquée tout le long parce que dans ma tête, j'avais intériorisé ce truc et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et ça, c'était chaud. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, en fait, quand on a tellement entendu que les hommes noirs ne vont pas nous apprécier. La première fois où on a une relation avec un homme noir, on se dit, oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, on est dans un multivers. C'est vrai. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que l'utilisation des réseaux, on est très présent sur les réseaux, mais tu vois un réseau comme Twitter, par exemple, moi, quand je vois des polémiques qui me donnent mal à la tête, j'essaie de me rappeler que Twitter, je pense que c'est moins de 5% de la population française qui l'utilise, et ça m'apaise un peu. Je ne vais pas dire que ça ne m'énerve pas de voir ce hashtag. Ce hashtag, il est d'une violence. Elle est inouïe, il n'y a pas besoin, en fait. C'est tellement gratuit. Mais se rappeler, tu vois, cette proportion, ça calme un peu, quoi. Ça fait du bien. Mais ce que tu me dis, tu vois, ça me fait penser à une vidéo qu'on a vue il n'y a pas longtemps. J'imagine que vous connaissez le concept de Pop the Balloon, l'émission de dating. Et il y avait une femme noire, justement, qui se retrouve dans la file. Et en fait, il y a un homme noir qui n'explose pas le ballon. La présentatrice lui demande pourquoi, etc. Donc il dit qu'il trouve que cette femme est très belle.
Bien entendu, c'était une dame qui était grande, dark skin, de corpulence forte, etc. Et il fallait vraiment voir sa tête où elle avait cette sensation d'être une élue, une choisie parmi celles dont personne ne veut. Moi, je n'arrêtais pas de dire, mais je suis vraiment choquée, en fait, qu'ils soient intéressés, je m'y attendais pas, enfin voilà, je suis une femme noire, j'ai la peau foncée, etc. Et l'homme insistait en lui disant, bah non, en fait, moi je te trouve très belle, je te trouve très charmante, belle coiffure, etc. Je trouve que ta peau est belle. Et franchement, c'était vraiment triste, parce que elle avait vraiment cette attitude de pauvre moi, et de se dire en même temps, oh là là, j'ai tellement de chance qu'il m'ait choisi, je suis une exception. Alors ça devrait pas être une exception. Ça devrait être la règle. Voilà. Tout simplement. Ouais. Une autre intervention? Alors, du coup, moi, la première fois que je me suis rendu compte que peut-être certains hommes noirs ne m'aimaient pas, c'est au contraire dans la dynamique des relations de couple. Parce qu'on a tendance, en fait, à parler beaucoup de l'homme noir qui ne nous aime pas, mais qui est plutôt vocal sur le sujet. On a tendance à parler de la misogynie noire. C'est aussi un autre biais par lequel je me suis rendu compte, effectivement, que les hommes noirs pouvaient être amenés à me détester. Mais on parle peu souvent de ceux qui nous choisissent et qui prétendent nous aimer. Donc ceux avec lesquels nous sommes en relation, ceux avec lesquels on peut potentiellement être en couple, qui prétendent aimer la femme noire, mais qui n'aiment pas la femme noire, qui aiment plutôt ce qu'elle est supposée être en tant que femme noire. Donc ça, dans la dynamique du couple, des relations de couple, ou simplement du dating, c'est quelque chose qui est ressorti très rapidement. J'arrive, au bout de 5-10 minutes, on ne veut pas savoir quelles sont mes passions, on ne veut pas savoir ce que je suis, on veut savoir si je sais cuisiner. Voilà, tu fais à manger, si tu peux porter des enfants. Et c'est dans les 10 premières minutes. Ça veut dire que c'est même pas important de savoir qui je suis moi intérieurement. Voilà, quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc un jour, il y a ce fameux homme noir qui m'a dit, parce que je lui ai répondu, j'ai fini par lui dire au bout d'un moment, donc, mais t'as pas envie de savoir autre chose que ça? Parce qu'on me pose toujours cette question-là. Il m'a dit, bah c'est normal, ça fait partie du package. Je lui dis quel package? Qui développe, oui. Je lui dis quel package? Bah, le package de la femme noire, quoi. T'es une femme noire, c'est normal, ça va ensemble. Tu dois savoir cuisiner, mais ça devrait même être une fierté pour toi. Ok, et est-ce que dans son package, il a le salaire à au moins 6 chiffres annuels? Est-ce qu'il y a la voiture? Il y a le je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a la maison? Il y a les voyages tous les ans? Enfin, rien que le fait qu'il associe ça à ma couleur de peau, moi, ça me pose un problème. Depuis, moi, je suis très claire. Je ne réponds pas à cette question. On me la pose, je prends mon sac, je me barre. C'est une façon d'envoyer un message. Vraiment, j'applaudis. Et moi, j'aimerais savoir, pour les hommes qui sont ici, pourquoi vous aimez les femmes noires et ne soyez pas timides. Il y en a un là qui me regarde aussi. Ah, on n'a pas fini? Ok, on fait un dernier passage alors. Alors moi, ça m'est pas arrivé, on me l'a pas dit personnellement, mais j'ai déjà entendu des hommes noirs me dire, enfin pas me dire, mais dire autour de moi que je me vois pas être avec une femme noire parce que ça serait comme sortir avec ma sœur, ma cousine. Ah là, il va répondre. Ça, voilà, c'est un truc qui choque quand même et ça blesse en fait. Parce que nous, on pense pas à ça quand on... Alors attends, c'est un non-sens, mais il y a aussi la façon dont nos parents nous ont éduqués. Parce que moi, par exemple, dans ma famille, il y a des gens que je considère comme des cousins, comme des cousines, etc. On n'a absolument aucun lien de sang. Et parce qu'on a grandi comme ça, je ne me vois pas sortir avec lui. Alors que c'est juste l'enfant d'un ami de mes parents. Et que si on nous avait élevés comme on est des amis, potentiellement, arrivé à l'âge adulte, tu te dis « Ah, mais il est mignon !» Je connais sa famille, etc. Ouais. On pourrait faire quelque chose ensemble. Il y a une génération de mariage arrangé qui s'est ratée. Effectivement. Et j'ai une de mes tantes qui nous a dit, elle dit c'est dommage parce qu'on vous a tellement élevés comme des frères et sœurs, comme des cousins, cousines. Elle dit mais moi j'aurais adoré t'avoir comme belle-fille. J'ai dit bah là c'est trop bizarre. C'est ta faute. C'est trop bizarre. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est clair. Mais en faire une généralité, de se dire que tous les hommes noirs, peu importe l'incarnation, peu importe le pays d'où il vient, de dire ben non, en fait je peux pas parce qu'il me fait penser à mon frère. Pour moi, c'est vraiment une extrapolation, c'est trop exagéré. Je peux pas être d'accord. Ok. Alors les garçons, pourquoi vous aimez les femmes noires? N'hésitez pas à vous lever, tout ça, la totale. Ici, nous avons un courageux. On peut l'applaudir quand même. Ah oui. Oui. Quel courage, quelle bravoure. Quelle bravoure. Mais du coup, pour ma part, je pense que c'est surtout lié à ma famille. Donc le fait que... Après, je pense que c'est surtout un biais avec qui je traînais beaucoup.
que ce soit de ma génération ou même de la génération au-dessus de moi, donc oncle et tante, j'étais très souvent entouré de femmes et du coup je me suis jamais dit que par exemple la femme noire n'est pas belle. Pour moi c'était ça mon standard de beauté et j'ai pas forcément été éduqué avec du coup cette mentalité de une femme elle est censée faire ci, ça et du coup je n'ai jamais vraiment associé la femme noire à au final une femme au foyer qui s'occupe de tout, etc. Et du coup, j'ai jamais vraiment eu ce débat intérieur de en fait, je préfère les blanches. Et puis un jour, je me suis dit, ah, mais non, en fait, les noirs, c'est quand même bien. Du coup, personnellement, ça a toujours été le cas. Ok. Merci. Ça fait sens pour moi. Et c'est vrai que je me dis que, en soi, que des gens aient des préférences, etc. Moi, je suis pas. Enfin, à la fin de la journée, on n'est pas dans le lit des gens. Donc, tu vois, ta préférence, elle est personnelle, c'est pas un problème. Mais pour moi, quand la préférence, ça devient quelque chose de politique où tu as besoin de dire à chaque fois « mais moi, je préfère les femmes comme ça parce que les autres sont ainsi », moi, c'est quand on arrive au « parce que les autres sont ainsi » que j'ai envie de me battre. Je me dis, demain, si y a un homme qui me dit « je préfère les femmes blanches », je préfère les femmes blanches, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais pas me poser et commencer à faire de la psychologie pour essayer de comprendre d'où vient ta préférence, etc. Mais que cette préférence ne soit pas liée à une raison en fait de détester la femme noire. Moi, c'est ça qui me pose toujours problème. Est-ce qu'on a un autre passage du micro? Ah, il y a un jeune homme là-bas qui veut répondre. Oui. Beaucoup de braves aujourd'hui. J'aime beaucoup. Il se gratte la gorge, il se prépare. Attention, qu'est-ce qu'il va dire? Bonsoir. Vous dites pourquoi est-ce qu'on aime les femmes noires, c'est ça? J'ai envie de répondre et pourquoi pas en fait. Merci. C'est une très bonne réponse. C'est une très très bonne réponse. Merci. Je pense que c'est, comme vous le disiez, un choix personnel. Effectivement, on ne peut pas juger les personnes en fonction de leurs préférences. Pour ma part, j'ai d'abord regardé la femme avant de regarder la femme noire. Puis en grandissant, je me suis beaucoup plus rapproché de mes racines et c'est vrai que j'ai plus, entre guillemets, cherché que la femme noire. Et je pense qu'il y a toutes les qualités qu'il faut chez une femme noire qui, je pense, à mon avis, souffre déjà beaucoup d'injustice. Alors si en plus elles ne peuvent pas se rapprocher d'hommes noirs, je pense que c'est encore pire, quoi. En tout cas, pour ma part, j'ai une femme noire, j'en suis très fier. Oh, regardez les amoureux. Elle est où On veut la voir. On veut la voir. Waouh. Mais quelle reine. Et je travaille avec elle. Alors c'est pour vous. Merci pour les travaux, madame. Merci. Non, mais comme on a dit, il y a aussi le rôle que nos mamans, nos tantes ont joué. Et quand on les voit, quand tu es enfant, sont tes premiers signes de beauté. Même pour nous, en fait, les premiers hommes qu'on voit sont nos papas, nos frères, nos cousins. Et après, quand on sort, en fonction du milieu, etc. Et c'est vrai que ça dirige un peu nos goûts. Oui. Mais on a nos préférences aussi. Et c'est très personnel. Oui. Est-ce qu'on a d'autres interventions ou on passe à une question suivante? Il y a un homme là-bas qui se fait tellement petit, il veut pas qu'on lui pose des questions, il tourne la tête, il dit « Ah non, pas moi, pas aujourd'hui. » Ah oui, c'est toi. On voit tout, hein. En tout cas, elle voit tout. Courage. Elle voit tout. Mais sois pas timide, on est gentil, on mord pas. T'inquiète pas. La femme noire, c'est la base. Hein. C'est la base. C'est la bosse. C'est la base. Ah, la base. C'est la base. J'avais pas bien entendu. Ah, c'est la base. La base. Non, mais c'est une bonne base. Merci. C'est une bonne base, c'est très bien. Merci. Ok. Super. La suivante. Alors, tu n'as jamais détesté tes cheveux. Levez la main si vous êtes d'accord ou... Attends, non. Tu as déjà détesté tes cheveux. Levez la main si vous êtes d'accord. Ah, ça fait mal. Alors moi, je veux bien entendre celles qui n'ont jamais détesté leurs cheveux. Qui n'ont jamais détesté leurs cheveux, qui ont toujours beaucoup aimé leurs cheveux. Ok. On veut vous entendre. Alors, on va essayer de guérir aujourd'hui. Ouais, dites-nous pourquoi vous avez toujours aimé vos cheveux. Qu'est-ce qui a fait, ou est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Parce qu'en fait, quand on en parlait toutes les deux, on s'est rendu compte que le fait de grandir en France, ça joue aussi dans le fait d'accepter ses cheveux. Parce que les questions qu'on peut se poser quand on voit les gens à l'école avec les cheveux lisses, etc., on se dit, ah nous aussi on va avoir les cheveux lisses, on veut friser, on veut faire ci, on veut faire ça. On va d'office se voir comme une anomalie en fait. Exactement. Ouais. Alors que quand je parle avec mes cousines qui sont restées au pays ou qui ont
évolué dans d'autres milieux, Ouais. la question ne se posait pas parce que du coup, tout le monde avait les cheveux crépus ou quoi. On était à la même école, oui. Ouais. On vous écoute. On vous écoute. Alors moi effectivement je fais partie de ces personnes parce que j'ai eu la chance de grandir entourée de personnes qui aimaient également leurs cheveux, d'avoir eu une maman qui en prenait soin et qui aussi me valorisait énormément étant petite. Donc c'est beaucoup plus facile de grandir ensuite en aimant ses cheveux quand dès l'enfance on nous montre que c'est nos cheveux, c'est normal en fait. On n'a pas à les détester, ça fait partie de nous. Au même titre que notre couleur de peau, au même titre que notre traits, notre personnalité, etc. Nos cheveux, ça fait partie de nous tout simplement. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Justement, moi je voulais rebondir sur le fait que moi, comme j'ai grandi dans mon pays d'origine, le Gabon, du coup on n'était je n'avais que des femmes noires autour de moi, donc je ne me posais pas la question, mes cheveux sont comme ci, mes cheveux sont comme ça. Et même si à un moment mes parents, à l'école primaire, ils m'ont mise dans une école où il y avait des blancs, mais comme ils étaient une espèce de minorité, enfin c'est drôle, enfant on ne se pose pas ces questions-là. On sait juste que la veille de la rentrée, notre tante va venir nous coincer entre ses cuisses pour nous tresser. On ne se pose pas la question. Ce sont nos cheveux et c'est tout. Ce n'est que lorsqu'on arrive ici et là, moi je parle, j'ai 48 ans, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on va à Auchan ou à Carrefour, on va acheter des produits pour cheveux de femmes noires, ce qu'on connaît, donc la Dark and Lovely, etc., et on ne les trouve pas. Et c'est là qu'on se dit, il y a des cheveux pour les blondes, pour les brunes, pour les cheveux colorés, mais il n'y en a pas pour nous. Et c'est là où on se retrouve à aller à Château-Rouge et on se retrouve avec l'eau calcaire et toutes ces difficultés-là, qu'on se dit qu'il faut trouver des solutions et on peut se dire c'est chiant d'avoir des cheveux afro. Ouais. Mais à la fin, ce sont nos cheveux, c'est notre identité. C'est même pas une identité, ça fait partie de nous. Ça pousse de notre tête. C'est pas comme si on va les chercher en fait. Ouais. Donc tu peux pas détester ce qui fait partie de toi, qui sort de toi, parce que voilà. En fait, c'est surtout le monde extérieur qui est autour de nous qui va nous dire qu'on n'est pas normal, ou que nos cheveux sont un problème, ou que nos cheveux sont des couronnes. T'as envie de dire non, c'est que des cheveux, frère. Il n'y a pas de couronne là en fait. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que les questions que l'on se pose, on ne se pose pas la question quand on est la norme dans son propre pays. Mais quand on est dans un pays où on se retrouve en tant que minorité et avoir des difficultés à poser des difficultés à trouver les produits, ou entouré par des gens qui vont questionner ces cheveux-là, c'est là où on va, nous aussi, peut-être intérieurement aussi, les détester. Okay. Ça me fait penser à plusieurs choses, en fait, parce que on a évolué, mais il y a des conversations encore qui sont, je trouve, encore très épicées par rapport aux cheveux. Ou par exemple, on va se dire, si on regarde les moments importants de nos vies, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se coiffe? Qu'est-ce qu'on va privilégier? Qu'est-ce qu'on va considérer comme la coiffure la plus glamour, la plus présentable pour le jour J? C'est pas le seul exemple, mais c'est un exemple très marquant. Quand on regarde une mariée, elle va pas hésiter à se rajouter des lignes dans les cheveux qui vont pas être de sa texture, etc., ce genre de choses. Et je peux pas m'empêcher de parler d'amour de ses propres cheveux et de ne pas parler d'un livre qui m'a vraiment marqué, en fait, que j'ai acheté à mes filles, qui s'appelle Comme un million de papillons noirs, de l'autrice Laurane Safou. Et c'est vraiment ces petites choses, en fait, où souvent, en fait, chacune a sa mission, va faire une chose, une action, etc. et peut-être penser que ça n'a pas une portée incroyable. Et peut-être que, je pense que Laurane Safou, quand elle a écrit ce livre pour les petites filles noires qui parlaient de cheveux crépus, elle a écrit pour réparer un moment de son enfance, sans se rendre compte que ça allait être vraiment une révolution. Je pense que depuis qu'elle a fait ce bouquin, même la littérature qui est destinée aux enfants noirs, en France, elle a explosé aussi. Et je sais que quand je lisais ce bouquin, pour mes enfants, c'est une histoire classique. Mais moi, j'avais la larme. Je lisais vraiment le bouquin avec la larme en me disant « Mais c'est ça qu'il me fallait quand j'étais petite, ça fait tellement la différence. » Et ça me fait... Franchement, quand je pense à ce livre, je suis vraiment émue à penser à tout le parcours, à toutes les avancées qu'on a faites par rapport à notre génération et juste la suivante, on voit la différence. Aujourd'hui, je suis venue avec mes filles, elles sont là, et elles voulaient avoir l'afro. Il n'y avait pas de conversation de est-ce qu'on va faire des rajouts, est-ce qu'on va truc. Elles m'ont dit on va à la NHA, on va sortir l'afro, quoi. Donc je suis juste contente. Je suis contente. Félicitations les filles. Oui.
Du coup, moi, pourquoi j'ai jamais été complexée de mes cheveux? Étant petite, j'ai grandi dans mon pays d'origine, en Guyane. En Guyane, on n'a pas de mèches, les cheveux, ça reste quelque chose de très traditionnel, les cheveux naturels. Et une fois arrivée en France, pour moi, les cheveux ont été mon identité. Malgré que j'étais dans une minorité, malgré les harcèlements dus à mes cheveux. Par exemple, j'avais un afro, une photo avec un afro, on m'avait mis sur un balai pour nettoyer les toilettes. Ça avait tourné dans tout le lycée. Waouh. Malgré tout, j'ai quand même gardé mes cheveux, je les ai toujours assumés. Et au jour d'aujourd'hui, c'est moi qu'on demande des conseils pour pouvoir assumer mes cheveux dehors. Du coup, j'en suis fière et ça reste une couronne pour moi. Wow, quelle avancée. Incroyable. Bonjour les filles. Moi, j'ai toujours aimé mes cheveux comme j'ai grandi au Congo. J'étais dans un lycée, on faisait des tresses, comme on dit maboko, des tresses sur les cheveux. Mais par contre, à un moment donné, quand il y a eu les défrisages, mes cousines m'ont complexée à se moquer de moi. Ouais, t'as l'afro, t'as les cheveux crépus. Et quand je faisais tomber un peu une petite mèche, ouais, mais c'est dégueulasse et tout. Et pendant peut-être 3 ans, j'ai défrisé mes cheveux à cause d'elle. Mais j'aimais tellement pas la texture, comment c'était trop lisse. J'avais l'impression que j'avais rien sur la tête. En fait, c'est pas lisse, c'est raide. Voilà. Ouais, c'est ça. Je trouvais pas ça beau. Je me suis dit, j'arrête et je vais plus les suivre. Et j'ai récupéré mes cheveux naturels. Et maintenant, là, elles ont fait un big shop, elles toutes, pour revenir aux cheveux afro. Je dis, vous m'avez complexé un petit temps pour rien, juste pour revenir à l'afro. Mais par contre, même cette période-là où j'avais défrisé, j'aimais toujours mes cheveux parce que bon, tout le monde avait les cheveux naturels, mais donc c'est un peu ça, quoi. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Et ce que je voudrais souligner, c'est aussi félicitations à nos mamans parce que finalement, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'aller à Château-Rouge, etc. pour aller acheter. Moi, j'ai une maman qui a toujours fait en sorte que je me sente exceptionnelle, puisque même quand il y avait des spectacles de danse ou des choses comme ça, il fallait être coiffée de telle ou telle manière, elle a toujours fait en sorte que je sois pareil, alignée comme les autres. Et finalement, cette chose qui pourrait représenter une difficulté, finalement, moi, je l'ai vécue plutôt comme ma maman, c'est une super héroïne, et finalement, elle fait en sorte que je sois toujours bien. Donc, finalement, que je sois coiffée de telle ou telle manière, c'est plutôt quelque chose qui me faisait me sentir exceptionnelle. Donc finalement, bravo à elle, parce que dans ces années-là, aller chercher les produits, ça relevait de la mission. Et elles ont fait du très bon boulot finalement, je trouve. Voilà. Vraiment, félicitations. Mais c'est vrai que, surtout pour les provinciales, je pense qu'on connaît toutes ce truc où tu as une amie qui dit oui, je prévois de faire un week-end à Paris ou à Bruxelles et tout le monde envoie des listes. Alors oui, j'ai découvert une nouvelle gamme de produits. Si tu vas dans tel magasin, ramène-moi ça, ça, ça. Il y avait toujours une qui partait en éclaireur. Exactement. Et maintenant que nous, Ndaya et moi, on est maman, c'est vrai qu'on essaye aussi d'inculquer cet amour du cheveu à nos enfants. Ndaya l'a dit tout à l'heure, ces filles sont là. Pour elles, c'est tout à fait normal d'aller à l'école avec une afro, de faire des pompons, de faire des tresses. Ça leur paraît tout à fait normal. Et en même temps, on a aussi cette facilité de trouver des produits parce qu'en fait, ça s'est un peu démocratisé. C'est pas aussi facile qu'on le souhaiterait, mais même dans les grandes marques, je pense à Garnier, L'Oréal, etc., où on peut quand même trouver dans leur gamme de produits des choses qui peuvent convenir à nos cheveux. Et l'autre chose aussi, c'est j'ai l'impression qu'on a plus conscience qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter des produits orientés pour les cheveux noirs. Oui. Parce qu'un cheveu, c'est un cheveu. Pour avoir le même coiffeur depuis très 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 longtemps qui utilise des produits que je pensais pas pouvoir fonctionner sur moi parce que je me disais ce truc L'Oréal ça va jamais fonctionner sur moi, et ben bêtement un truc L'Oréal que je vais payer 5 € au supermarché fonctionne très bien sur mes cheveux. C'est juste il faut comprendre la problématique de son cheveu. Je me souviens de l'époque d'Afogé où tout le monde disait quand on perd beaucoup de cheveux tout le monde doit utiliser Afogé, le traitement soin kératine. protéiné, super kératine, oui c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, c'est comme tout, il faut faire des essais, il faut se tromper énormément avant de trouver la routine qui fonctionne bien. La bonne recette, oui. Est-ce qu'on passe à la suite ou on a d'autres interventions? J'ai une petite intervention. Oui. Voilà. Alors je me permets, je pense qu'on a été toutes traumatisées par des épisodes cheveux. Oui. Comme tout le monde, je suis passée par défrisage, locks, tout ça. Maintenant, je suis chauve. D'accord. Et il y a un truc que ça m'a appris, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'excuse de juste exister. Voilà. Pensez à ça et transmettez autour de vous l'estime de soi. Qu'on ait des cheveux ou pas. Je sais que dans la communauté noire, le cheveu est très important.
c'est de la transmission, mais surtout, transmettez ce que vous êtes. Mais Tout à fait d'accord. Mais tout à fait. Merci beaucoup. Alors, l'autre affirmation, je n'ai pas été une femme noire si je ne me suis pas sentie la plus moche du groupe. Alors ça... Est-ce que vous vous êtes déjà sentie en étant la moche du groupe? Levez les mains. Pas forcément la plus moche, mais moche. Où on avait l'impression qu'on était moins belle parce qu'on était noire. Ou... Ouais. Voilà. Ok. Bon, parce que là, en fait, pour information, l'épisode sera enregistré et repartagé sur nos plateformes. Je veux juste préciser pour les auditrices qui vont nous écouter plus tard et qui ne sont pas là, que là, on a des adultes, mais on a aussi des enfants qui ont levé la main. Et ça me brise le cœur. Alors, pour celles qui se sentaient moches, est-ce qu'il y a un critère spécifique où vous disiez « Ah ben là, je sais que je suis moche parce que mon nez est comme ça, parce que mes cheveux sont comme ça, parce que mes yeux sont comme ça ». Qu'est-ce qui vous faisait sentir moche par rapport aux autres? C'est difficile aujourd'hui. Jusqu'à là-bas. J'ai l'impression qu'on est en train de faire une session de thérapie de groupe. Je sais pas. Si je finis pas en larmes à la fin de l'épisode, vraiment, ce sera un exploit. Alors pour ma part, ça a été surtout ma hauteur et ma musculature. Alors j'ai un phénotype assez musclé et mélangé à la hauteur, du coup je l'ai beaucoup associé quand j'étais plus jeune à de la masculinité. Ouais. Et étant donné que c'est aussi une critique ou en tout cas une comment dire, le manque de féminité ou en tout cas peut-être associé à la femme noire, du moins pour la dénigrer. Ça a été pour moi un véritable comment dire, ça a été comment dire, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Ça a été un parcours en fait de démystifier tout ça. Ça a été aussi un parcours de regarder des femmes qui me ressemblaient, qui avaient parfois le même phénotype et de me rendre compte qu'en fait elles avaient de la beauté. Et c'est là qu'en fait les images qu'on regarde sont hyper importantes parce que moi, des femmes comme Grace Jones, des femmes comme Serena Williams, il m'a fallu les aimer pour m'aimer. Ça paraît un peu bizarre, mais moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. J'ai parfois des rechutes, il y a des moments où voilà, on se dit « Ah, je suis trop masculine, j'ai pas l'impression d'être assez féminine. » Mais je pense que c'est quelque chose qui existe chez d'autres femmes noires, donc je voulais en parler. Non, mais tu as tout à fait raison et c'est l'importance de tout ça aussi, d'avoir la représentation, c'est ça aussi. C'est de se dire qu'en fait, quand on met en avant qu'un seul type de femme noire, à un moment donné, c'était Naomi Campbell qu'on voyait partout, mais on n'est pas toutes des Naomi Campbell et on peut être toutes belles différemment. Quand on se moque de Serena parce qu'elle est trop musclée, tu te dis, bah non, en fait, il y a des femmes aussi qui sont trop musclées. Quand on se moque, je sais pas, on peut se moquer un peu de tout le monde, Beyoncé comme si, Rihanna a un trop grand front, enfin, il y a toujours quelque chose à dire si on commence à regarder, et je pense qu'on a chacune un complexe, qu'on va plus ou moins assumer et on va toujours dire bah ah non, j'aurais préféré si j'avais si moi je suis toute petite, mon rêve aurait été d'être grande, mais je fais de la taille de 3 pommes, mais je vais pas grandir. Qu'est-ce que je fais? Bah je mets des talons comme ça, quand j'ai envie de me sentir plus grande, bah je vais être plus grande. Mais c'est vrai, d'avoir des personnes qui nous ressemblent, ça aide énormément dans l'acceptation de soi. Tout à fait. Écoute. Alors moi, ce qui m'a fait sentir pas désirable, c'était le fait que j'avais la peau foncée. Donc on me faisait souvent cette réflexion que j'étais trop noire. Et, mais ce qui est fou, c'est que ce qui m'a beaucoup complexée quand j'étais jeune, là, ça m'a fait prendre conscience d'une force énorme. Dernièrement, j'ai passé une audition dans le cinéma et j'ai fait un texte sur le colorisme. J'ai été prise. Donc ce texte a beaucoup touché. Et c'était des personnes blanches. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient touchés par ce fait-là. Et maintenant, je suis tellement fière d'avoir cette peau-là. Et je me dis que c'était aussi ce qui faisait que je me sentais pas bien, c'était que je portais énormément le regard des autres au-dessus. Alors qu'en fait, il faut essayer de séparer tout ça, mettre ça de côté et se dire qu'on ne dépend pas du regard des gens. Si quelqu'un pense que parce que tu as la couleur de peau foncée, tu es moche, c'est son avis, sa projection. On ne peut pas se dire qu'on n'est pas désirable parce qu'une personne pense qu'on n'est pas désirable. C'est pas possible. Donc voilà. Parfaitement d'accord.
Et quand tu y réfléchis, tu te rends compte que c'est une déconstruction, en fait, où tu n'arrives jamais à ce stade où tu es à la fin du jeu vidéo, tu as gagné, tu es la plus déconstruite possible. Enfin, ça n'existe pas. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont se rajouter. Il y a des modes qui vont changer, il y a les codes de la beauté que les gens préfèrent en ce moment qui vont changer, etc. Et vous allez tout le temps vous retrouver à trouver quelque chose à changer, à modifier, à améliorer, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un jour où j'ai vraiment eu un fou rire parce que c'était une sorte d'épiphanie où dans la même journée, en fait, en ligne, j'ai vu une photo de la chanteuse Ayra Starr qui, je pense qu'on est plutôt unanime pour dire que c'est une super belle femme. Vraiment, en tout cas pour moi, elle représente vraiment un idéal de beauté. Et donc elle a publié une photo et il y a une personne qui critiquait ses orteils. Ses orteils, ils sont pas bien manucurés, etc. Et dans la même journée, je vois une autre vidéo d'une personne qui disait je serais tellement plus belle si mes paupières, elles n'avaient pas un pli, si elles étaient juste tout le temps tirées. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le problème en tant que femme, c'est que tu peux être la plus parfaite, tu vas t'inventer des critères, mais d'un ridicule. Enfin, arrivé au point où on s'est tellement scruté, et on a tellement été scruté, on a tellement entendu de choses, que tu commences à te dire, je ne peux pas sortir comme ça parce que ma paupière tombe un peu par rapport à celle de tel idéal, ou non, mes ongles de pied ne sont pas parfaitement manucurés, etc. Et je pense que aussi les réseaux n'aident pas du tout, parce que ça donne l'impression qu'on est toutes des célébrités, et que dès qu'on est dans l'espace public, on est en représentation. On représente toute la race. Donc Ndaya, aujourd'hui, je sors en pyjama pour aller acheter je sais pas quoi dans le magasin de proximité. C'est comme si je faisais honte à ma race parce que ce jour-là, je n'étais pas sur mon 31 pour représenter toutes les femmes noires de France. Donc vraiment, le détachement, en fait, j'ai vraiment eu un fou rire où je me suis dit, c'est bon, en fait, je me détache de ça. C'est fini. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Non. Tu veux dire quelque chose, Janice? Oui. Super. On va donner le micro à Janice alors. Tu viens, Janice? Micro. Et voilà, tu as ton propre micro. Janice, à quel âge, s'il vous plaît? 5 ans. L'auditrice la plus jeune du Thé Noir. Bonjour, Janice. Bonjour, Janice. Tu as battu un record, félicitations. On t'écoute. Pourquoi tu te trouves belle, Janice? Parce que j'aime bien me coiffer. Voilà, c'est une très bonne réponse. Très très bonne réponse. Merci beaucoup pour ton intervention, Janice. Merci, Janice. Est-ce qu'on a une autre intervention? Ok, on va passer à la suite alors. Ah, d'accord. Pardon, j'avais pas vu. Désolée, j'hésitais. Du coup, moi, c'était par rapport au collège. Du coup, j'avais été victime à l'époque de harcèlement scolaire parce que j'ai les ovaires polykystiques, donc avec tout ce que ça comprend, une très forte pilosité, etc. Et du coup, à l'époque, au collège, je connaissais pas tout ça, donc j'avais mes sourcils ébouriffés, voire monosourcils, avec des duvets, etc. Et du coup, c'est vraiment au collège où j'ai eu cette impression d'être la personne la plus moche limite du collège. Et avec le harcèlement qui s'ensuit, etc., forcément, non seulement on le voit, mais en plus quand on nous le rabâche, etc., c'est là où ça a vraiment été une période très très dure. Et du coup, quand j'en ai pris conscience et que j'ai essayé d'évoluer à partir du lycée, justement, les sourcils qui étaient trop fournis et que j'ai plus ou moins arrangé, là ça devenait plus joli parce que du coup les sourcils épais c'est quand même joli. Pareil pour les cils, avoir des longs cils c'est un critère de beauté. Donc c'est là où je me suis rendu compte en fait que tout ça c'était des foutaises parce que quoi qu'on fasse en fait si on le fait pas pour nous-mêmes c'est en fait on se fatigue quoi. Donc, tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors la prochaine phrase. La prochaine phrase, c'est tu n'es pas une vraie femme noire si tu n'as jamais eu l'impression que tu devais choisir entre être une femme noire et être autre chose. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Est-ce que c'est clair? Tu peux expliquer, je pense. Je vais expliquer. Alors, par moment, en fait, j'ai l'impression que, par exemple, dans le cadre du travail, on va te faire comprendre que tu es une femme noire. Tu rentres dans certains codes. Tu vas être la femme noire, tu vas être celle qui est extravertie, etc. Et donc, tu as l'impression de tout le temps devoir
choisir, est-ce que je dois porter un masque et représenter ce que les gens imaginent de la femme noire? Est-ce que je dois performer la femme noire, en fait? Ou est-ce que je peux être moi-même? Je pense à un exemple tout bête, quand on était adolescente, nous, on avait des goûts de musique qui n'étaient pas... Enfin, c'était pas spécialement que la musique afro. Être la femme noire qui écoute du rock, est-ce que tu as le droit? Non. Tu dois choisir. Est-ce que tu peux être une vraie femme noire? Ou est-ce que tu vas être une vendue qui n'écoute pas la musique de tel? Est-ce que tu vas être la vendue qui, à l'instant T, ne fréquente pas un homme noir? Est-ce que tu vas être la traître à la race qui fait telle ou telle chose? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin de choisir? Et je pense que je peux même ajouter la religion et énormément de choses différentes en fait dans cette phrase. Oui, Michel, on t'écoute. Je vais essayer de faire court, mais c'est très complexe comme question. Oui. Parce que, en fait, c'est une réflexion personnelle que je me suis faite. C'est l'important, c'est déjà de savoir qui on est. Oui. Et que quand on se met ce barème-là, tout ce qui tourne autour de nous, on s'en fiche en fait. Mais c'est compliqué de faire ce travail-là. Il faut d'abord faire un gros travail sur soi-même. Parce que déjà, qu'est-ce que c'est être une femme noire? Enfin, je dis ça, mais en tant qu'aînée, j'ai l'une de mes petites sœurs aussi qui a eu une période émo. Oui. Je disais, c'est quoi ça? Les trucs des blancs là? Mais ça veut rien dire. Il y a des noirs qui écoutent... Enfin, la musique n'a pas... ça c'est pour les noirs, ça c'est pour les blancs. Je me suis retrouvée à des fêtes de mon ancienne entreprise où j'étais là, je me disais bon, la musique des blancs c'est rigolo, mais c'est quand qu'on va passer du Beyoncé ou un truc que je peux danser. C'est-à-dire moi-même je me faisais cette réflexion. Mais et pareil aussi avec les relations. Si je suis une femme noire, il faut que je sorte avec un homme noir. Mais si l'homme noir, là, il est gaspillé dans sa tête, est-ce que j'ai envie de mettre ma santé mentale dans les foutaises de celui-ci? Non, je vais avec un blanc. Sauf qu'avec un blanc, est-ce qu'il faut que je fasse la noire blanche? Ou est-ce que je peux rester noire? Ou est-ce que tu dois faire la performance du fantasme de la femme noire? À essayer de parler avec ton accent africain ou essayer de te chipper. Et toi, tu es là, tu fais... Franchement. En fait, c'est une question qu'il faut déjà se poser soi-même. Et après, on fait notre choix de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On peut être noir et aller, comme moi, il y a 2 jours, pleurer sur Twitter pour avoir ma place de Ticketmaster pour Beyoncé. Et je peux aussi, au mois d'août, j'irai voir Blackpink. Et non, je ne suis pas une Coréabou. Je vis à l'étranger, je vis en Allemagne. Quand j'arrive en France, je vois les yaourts, je fais « Oh mon Dieu, les bons yaourts !» Mais 2 jours plus tard, si on me fait un bon plat de chez moi du Gabon, je serais c'est ça la vraie nourriture des Noirs, je suis fière. Mais ça, c'est à vous de dire qui vous voulez être. Mais c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons, on veut toujours nous dire à nous ce qu'on devrait être, selon ce qu'ils disent. En fait, c'est à nous de dire non, je suis noire, je vais twerker devant la femme des RH, je m'en fous. Ou je vais dire oui, je vais boire des bubble tea. Non, j'ai pas envie de boire un topanana ou du bissap. Ça ne me rend pas moins noire. Ça ne me rend pas moins femme noire. Merci beaucoup. Moi, je pense que cette question, on devrait aussi la regarder, nous, en tant que Noirs. Parce que je pense que vous lorsque vous l'avez posée, c'était plus d'un point de vue du blanc. Mais en réalité, il y a beaucoup de racisme internalisé côté Renoir. En fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Je suis noire, je ne peux pas lire un livre. Je suis noire, je ne peux pas écouter de la musique émo. Je pense qu'en réalité, on devrait déjà, nous, en tant que Noirs, se poser des questions. Moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, dans mon travail, je travaille avec une daronne camerounaise, et elle me dit « Mais t'es une Bounty, toi ». Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit qui montre que je suis une Bounty? Et si je suis une Bounty, et quoi alors? Il y a un vrai sujet de nous, en tant que Noirs, en fait, il faut arrêter de se mettre des limites, de se dire en tant que Noir, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. On est juste des êtres humains. On vit en France, il y a de la diversité. Effectivement, on a peut-être plus d'options, plus de choses qu'on a la possibilité de faire et qu'on ne retrouve pas forcément en Afrique. Donc je pense qu'il y a vraiment un racisme ou des stéréotypes internalisés propres à notre communauté qu'on doit remettre en question et travailler sur ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que quand on pose la question, justement, c'est vraiment une question introspective et c'est vraiment pas dans le regard de l'autre. Et je pense que c'est aussi une des choses, je pense que ça fait partie des premières conversations qu'on a vues avec Néné. Quand on a décidé de fonder le podcast, on se disait en fait, il faut vraiment
fasse l'effort en fait de créer un programme qui va parler de nous, pour nous, selon nous, et de pas être dans ce truc où on se dit c'est un programme qui parle des femmes noires parce que là-bas ça fait pas ci, parce que dans tel endroit on nous dit ça. C'était vraiment un truc où on allait se poser, avoir tout le temps, se permettre en fait de faire des introspections, être complètement honnête et admettre, comme tu le dis maintenant, qu'il y a beaucoup de choses qu'on intériorise dont on doit se détacher. Ouais. Donc parfaitement d'accord. Et je vais rebondir là-dessus parce que moi je vois dans ma propre famille, j'ai un de mes cousins qui est champion d'échecs. Et à l'époque de nos parents, les champions d'échecs, c'était les Russes, les Ukrainiens, les Roumains. Et quand il a commencé à jouer aux échecs, tout le monde le regardait en se disant « Mais cet enfant est autiste, c'est pas possible. » Je me demandais comment il est arrivé là. Comment etc. il en est arrivé là. Il y a Ouais. quelque chose qu'on doit aller étudier, sauf que quand on regarde son milieu, il n'y a aucun moyen qu'il s'intéresse aux échecs parce qu'on se dit c'est pas quelque chose auquel il a été exposé. Mais c'est lui-même, un jour, à l'école, il a commencé à jouer avec un ami, il s'est découvert une passion pour ça. Et ben voilà, de la même façon que nos parents, quand nous, en grandissant, ils nous disaient tu peux être avocat, comptable ou médecin. Quand tu viens voir ton père et que tu lui dis en fait je voudrais être attaché de presse, je veux faire de la communication, il dit mais tu parles déjà, donc tu sais communiquer. La communication, c'était le métier le plus détesté par détesté, nos parents, ça je ne- pense. Ils ça ne ne comprenaient fait- pas, ils n'ont toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui Ça ce ne que ça fait représentait. aucun sens, Oui. tu vois. Donc tu peux faire des mathématiques, tu peux faire de la médecine, tu peux faire même des études d'histoire. Alors moi j'ai un frère qui a fait des études d'histoire de l'art. Je peux vous dire qu'à la maison, c'était mais comment ça diplôme le moins respecté. Le diplôme le moins respecté, mais il a fini par faire les beaux-arts et maintenant mes parents sont très fiers de ce qu'il a fait. Mais c'est aussi à nous de pousser un petit peu parce qu'on peut aussi avoir la pression familiale en disant bon bah voilà, même dans les fêtes de famille, ah tout le monde danse, toi tu danses pas, t'aimes pas danser, tu sais pas danser. Il dit mais si tu dois savoir danser, tout le monde sait danser. On l'a tous vécu en étant enfant, quand on danse, on nous glisse un petit billet. Tu te dis bah moi aussi je vais me mettre à danser, mais quand toi t'es gêné, que tu dis bah, moi j'ai pas le rythme, et puis tes cousins ils vont te regarder, tes cousines en disant ah, regardez comment elle danse Néné, elle sait pas danser, et toi t'es là tu dis bon bah je vais plus danser en fait. Bah voilà, Donc ça j'arrête. Merci. reste entre nous, et c'est aussi comme disait Ndaya, c'est pour ça qu'on a fondé le podcast, et quand on est toutes les deux des femmes noires et on fait des choses complètement différentes. Tout à fait. Et je pense que c'est une bonne manière de dire en fait qu'on a envie d'occuper l'espace, parce qu'on parle souvent de représentation, etc. Et je pense que oui, ça commence par nous en fait, juste décider d'occuper les espaces qui nous intéressent, peu importe est-ce qu'on se sent les bienvenus ou pas, etc. Je me rappelle ça fait 2 ans maintenant, avec un séminaire du travail, on est parti faire du tir à la carabine. Ben, dites-vous que j'ai eu un coup de cœur. Le tir à la carabine, j'ai adoré. Et j'ai dit à Néné, la prochaine fois que je viens à Londres, on va faire du tir à la carabine. Laissez-moi vous dire que quand on est arrivé sur le site, on n'était pas attendu, on n'était pas du tout attendu. Donc les gens te regardent vraiment, elles se sont perdues. Qu'est-ce qui se passe? Juste ces 2 femmes qui viennent toutes seules tirer pendant quelques heures. Enfin, on a vu des hommes qui représentaient le parti chasse-pêche, nature et tradition. Et puis il y avait nous 2. Voilà. Et je me dis, en fait c'est ça. Occuper l'espace, choquer les gens. Il ne faut pas s'excuser d'occuper cet espace-là, parce que si votre passion c'est de pêcher, si votre passion c'est de collectionner les papillons, bah faites-le. Il n'y a personne qui va rien vous dire et vous pourrez apporter quelque chose. Vous allez peut-être rencontrer une autre communauté de personnes qui vous ressemblent. Vous allez créer des passions dans votre entourage. Il y a des choses qu'on peut faire parce qu'en fait les gens qu'on côtoie aiment ces choses-là et on va se dire en fait finalement c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Je pense qu'il y a une auditrice un jour qui nous a envoyé un message pour dire parce qu'on avait reçu des commentaires un peu négatifs sur des vidéos en ligne, etc. Et elle nous a dit brûlez-leur les yeux. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je garde ça en tête. On va brûler les yeux. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou on passe à la dernière question? Tu veux dire quelque chose? Alors, nous avons la fille de Ndaya qui veut nous dire un petit mot après. Ah bon? Donc juste pour aller dans votre sens, en fait, moi j'ai ouvert 2 restaurants italiens. Et en fait, effectivement, dans mon entourage, la première chose qu'on m'a dite, et aussi dans la communauté, c'est mais pourquoi 2 restaurants italiens? Et effectivement, moi je voyais dans cette opportunité, c'était accéder à l'entrepreneuriat et avancer. Et finalement, c'est dans la communauté qu'on m'a dit mais pourquoi tu fais ça? C'est pas possible. On se limite quoi. Et c'est horrible en fait. Parce que finalement, on attend du soutien des gens qui nous ressemblent, de nos amis, de nos familles. Et finalement, le soutien, il vient pas de là. Et effectivement, c'est très frustrant parce que finalement, on attend de la reconnaissance de ces gens-là et on ne l'a pas. Et c'est vrai que c'est très dur et c'est très limitant. Voilà. Merci. Tout à fait. Et je pense que vraiment, ça c'est quelque chose que j'entends d'autres personnes, etc. Et je
je le prends vraiment personnellement, où je me dis il faut que je fasse cet effort de vraiment regarder dans mon entourage, parce que quand on est de ton côté, on le sent tout de suite quand quelqu'un ne nous soutient pas, etc. Mais peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des moments où on a été dans cette position pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, j'invite chaque personne ici à se remettre en question. Je suis sûre que chacune connaît quelqu'un qui a son entreprise, qui a son ambition, son hobby qu'elle a envie de mettre en avant, etc. Et peut-être que nous-mêmes, en fait, on fait partie de ces personnes qui vont un peu diaboliser ce qu'elle fait et dire et décourager, en fait. Donc j'espère vraiment qu'on va toutes faire cet effort de motiver un peu plus les gens de notre entourage à tester des choses. Ok, c'est parti, à toi. J'aime écouter la musique, et la musique que j'écoute, c'est pas vraiment afro, mais juste parce que la musique que j'aime, c'est pas afro, ça veut pas dire que je suis pas noire. Et aussi, le micro, quelle personne dit que les personnes noires peuvent danser vraiment bien, mais juste parce que quelqu'un est noir, ça ne veut pas dire qu'il peut danser vraiment bien. Exactement. Merci beaucoup, ma chérie. Un effort parce qu'elle a fait un très gros effort parce qu'elle parle anglais. Et donc, ce qu'elle a dit, c'est que ce qu'elle aime comme musique, c'est pas forcément la musique afro, mais elle aime juste la musique qu'elle aime. Et que, effectivement, il y a des personnes noires qui savent très bien danser, mais il y a aussi des personnes noires qui savent pas forcément bien danser, et c'est OK. Et alors, la dernière question. Oui. Ah, on a une intervention ? Une petite intervention. Oui. Ça fonctionne ? Allô ? Oui. Désolée. Merci pour votre intervention. Alors moi, j'ai avec moi ma petite fille qui a 15 ans, qui fait de l'allemand. Donc forcément, noire, elle fait de l'allemand. Et toutes les personnes qui savent qu'elle fait de l'allemand sont très surprises. Et donc c'est une langue qu'elle affectionne beaucoup. Mais nous aussi, on a fait de l'allemand. Nous aussi, en fait, on a fait de l'allemand pendant plus de 10 ans. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, elle a une professeure qui est vraiment remarquable et qui dit que c'est la première fois qu'elle a une enfant qui est aussi intéressée par la langue qu'elle enseigne. Et sur tout l'ensemble des classes, elle est première depuis la 5e qu'elle fait de l'allemand. Elle est en seconde, elle est première. Félicitations, vraiment. Et en plus, pour avoir pratiqué l'allemand, mais je pense que c'est aussi difficile d'apprendre le français que d'apprendre l'allemand. C'est aussi technique dans les articles, dans les conjugaisons, les associations, c'est incroyable. Donc vraiment, félicitations. Félicitations. Est-ce qu'on avait une dernière intervention ou pas ? Oui, juste devant ici. Et après là-bas, c'est ça ? Oui, et après là-bas ? Ok. Oui. En fait, moi, je pense que les gens adorent mettre des personnes dans des cases. Ouais. Et dès qu'on ne correspond pas à ces cases-là, on est un peu le ou la bizarre du coin. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est il ne faut pas hésiter à être le bizarre et aller vraiment vers ce qu'on a envie. Moi, à chaque fois, on me traitait, mais tu fais des activités de blanc, et parce que je faisais de la danse contemporaine ou du théâtre, et j'y suis allée parce que c'est ce qui me passionnait, et j'ai découvert un milieu incroyable et des gens aussi qui étaient trop cool. Et franchement, je pense qu'il ne faut pas se limiter dans ses choix et dans ses envies. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour finir et être assez bref, moi je dirais que ce serait plus dans le cadre de l'éducation. Quand on choisit par exemple des méthodes de parentalité positive ou qu'on refuse de donner par exemple du sucre ou des bonbons à nos enfants. Par exemple, moi ma fille elle mange des galettes de riz, on m'a déjà dit mais c'est un truc de blanc ça en fait. Et non, moi, ma fille elle préfère les galettes de riz au sucre. Et il y a un moment en effet on nous voit comme une femme pas noire parce qu'on a pas donné l'éducation de nos parents ou comme d'autres de notre génération. Juste parce qu'on souhaite en fait donner des choses de blanc qui sont pas fait des choses de blanc en fait, c'est juste des choses saines et en fait si on a les moyens de donner à nos enfants, il faut les donner quoi. Et des fois on est un peu perplexe quoi, par rapport à ça. Voilà. Non mais tu as raison parce que pour aller dans ton sens par exemple, moi je n'aime pas le foufou. Et chez nous, quand t'es bébé, des 3-4 mois, on te met des boules de foufou avec de la sauce, on te dit que tu manges ça. Et quand tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu vas aimer le foufou. Et quand je vais au pays et que je dis que j'aime pas les foufous, que j'aime pas les beignets, qu'on appelle chez nous les micatés, les tontons, les tantines veulent te faire plaisir, ils te ramènent des micatés tous les matins et tous les matins, j'aime toujours pas ça. Mais si, mais tous les enfants aiment les micatés. Pas moi, j'aime pas. Désolée quoi. Ah là là, t'es compliqué.
Ben non, je suis pas compliquée, c'est juste que j'aime pas. Ça arrive aussi. Alors imagine quand tu es une personne noire qui décide d'être végétarienne ou végane, alors là, tu peux même plus respirer. C'est fini. Tu peux plus respirer. Oui. Bonjour, alors moi je voulais intervenir pour un petit peu rebondir sur tout ce que vous avez dit parce que je me présente, moi je suis professeure d'histoire, donc j'ai fait des études d'histoire et maintenant j'enseigne en lycée et c'est pour vous dire de vraiment aller dans les sentiers où on ne vous attend pas parce qu'aujourd'hui j'ai énormément d'élèves qui m'ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient un professeur de couleur, qu'ils avaient un professeur avec qui ils pouvaient parler, un professeur qui allait les comprendre et ça leur donne envie, eux, d'aller plus loin parce qu'on peut leur montrer qu'on peut aller plus loin, même si on vient d'un quartier, même si on est une personne de couleur. Et en tant, par exemple, de professeur d'histoire, moi, j'ai étudié la culture caribéenne et afro et je peux leur amener mes expertises et ils me disent souvent madame, le cours il est très intéressant parce que pour une fois on parle de choses qui ont un rapport avec nous et c'est pour ça quand je vous entends parler d'histoire de l'art, d'allemand, etc., c'est très important d'aller, même si on nous dit que c'est pas forcément notre place, et ça va motiver le reste. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et en plus, c'est vrai, quand on y réfléchit, une fois que tu arrives à l'âge adulte, j'ai l'impression que c'est un peu... Il y a ces phrases qui t'accompagnent dans toute ta vie où tu te dis maintenant que je suis une adulte responsable et que je peux influencer d'autres personnes, on va essayer d'être la personne qu'on aurait adoré avoir dans notre entourage quand on était plus jeune. Et je trouve que ça, c'est vraiment un parfait exemple parce que quand je repense à certaines matières à l'école, notamment l'histoire et la géographie, je ne me retrouvais pas du tout. Et on se retrouvait vraiment avec même des programmes en fait, de l'année scolaire où on ne se sent pas, on se retrouve pas du tout dans ces conversations. On est aussi très limité quand tu réfléchis un peu à ce qui était enseigné sur l'histoire de l'Afrique en général. On a un peu effacé de l'histoire, quoi. Donc vraiment merci. Merci pour ça. Merci. Ouais. Alors on va passer à la dernière affirmation. Tu n'es pas vraiment une femme noire si tu n'as jamais eu une coiffure risquée. C'est-à-dire cacher des lignes de tissage, où tu as défait tes cheveux et on t'invite à un événement et tu dois essayer de te débrouiller à faire quelque chose. Ouais. Avoir une mèche mal attachée et quand tu marches, ta mèche tombe. Avoir une perruque qui tombe quand tu cours. Coincé, ouais. Attrapé par les portes du métro et la perruque, elle part aussi. Franchement, si vous êtes motivé à nous partager des expériences comme ça, je veux bien vous écouter vraiment. Et le courage, quoi. Mais je pense à un moment qu'on a vécu toutes les deux où on n'arrête pas de dire aux gens, attachez bien vos perruques. Je sais qu'en anglais, ils aiment trop dire « secure the wig », comme si c'était un slogan. Et malheureusement, ça arrive encore, en fait. Je suis vraiment traumatisée. On est parti à un événement à Londres l'an dernier. Et c'était une sorte de brunch afro, etc. Et en fait, ils avaient fait un petit concours où vous pouvez venir sur scène et si vous faites une super danse, vous gagnez vos boissons pour la soirée, ce genre de choses. Et une fille est venue sur scène et a dansé Dirty Wine. Vous connaissez la danse. Elle a tourné la tête une fois et la perruque s'est envolée. Et je me suis dit, mais en fait, par solidarité, moi j'étais en train de dire aux gens, taisez-vous, mais c'était trop tard, quoi. C'était juste trop dramatique. Elle a accepté ce moment-là et en fait, ça l'a pas démonté parce qu'elle s'est dit, bon, de toute façon, c'est une perruque, c'est ok. Mais il y a des moments où tu te retrouves comme ça, quand la perruque est coincée dans les portes du métro, tu peux plus faire grand-chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Même moi, j'avais fait des longs bow braids, j'étais toute fière, etc. Je monte dans le métro, j'avais ma queue de cheval. Oh, et là, il y a un monsieur qui est rentré avec son sac à dos, il a voulu bouger, j'ai fait... Oh, j'ai dit, oh Dieu. Et là, va essayer d'enlever ton truc. Donc, j'ai appris de mon erreur. Quand je monte dans le métro, que c'est bondé, je fais un chignon très haut. Mais c'est des choses qui arrivent et malheureusement, tu peux rien y faire, quoi. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Moi, je pense que ça me rappelle plutôt les années collège, où justement, il y avait une pony 2000 qui allait se retrouver par terre au milieu de la cour de récré. Et des gens que tu connais même pas venaient me voir. Diane, je pense que tu as perdu un truc. C'est à toi. Et je sais, franchement, il faut que vous me disiez en fait si ça vous est déjà arrivé, mais les copines un peu bizarres qui vous disent je vais garder la tresse et en faire un bracelet. Je vais garder ça. Combien de fois j'ai entendu ça? C'était très étrange. Très étrange. C'est un fétiche. Très étrange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience? Parce qu'on est là pour guérir aujourd'hui. Alors moi, c'était une fois, je devais faire une radio pour mes dents. Donc j'avais une perruque demi-tête avec les petites accroches en métal. Et à un moment, donc la radiologue me demande, est-ce que vous avez quelque chose de métallique sur vous? Donc au début, je dis non. Et je réfléchis. Je dis en fait, j'avais les accroches, les dents qui bêtent.
Donc j'ai dû l'enlever. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais, voilà. Oui. Heureusement que la radiologue était noire, donc il y a eu un peu ce truc de bon, je le comprends, il n'y a pas de souci. Donc j'ai enlevé mes cheveux et je les ai mis sur la Mis de sur la côté, chaise. sur le côté, voilà. On On a mis la l'accessoire radio. de côté. Voilà, comme on enlève un bonnet, et puis j'ai fait mon examen et j'ai remis et je suis repartie. Un peu honteuse, mais voilà, c'était. Maintenant on saura, c'est ça. On sait tous. Moi, Merci d'avoir souvenir pour nous. Ça m'est arrivé à l'aéroport, dans les portiques de sécurité. Mais non. Mais j'avais une queue de cheval. Enfin, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Bon. Oh mon Dieu. Oh, l'aéroport. Est-ce qu'on a une autre intervention? Oui. Moi, je n'ai pas eu d'accident de wig. Vraiment, force à vous. Mais je pense qu'on fait aussi beaucoup de sacralisation autour de nos cheveux. Oui. Je suis arrivée dans un moment de ma vie où j'ai eu des problèmes de santé liés à l'anémie et j'avais l'impression que mes cheveux ne poussaient plus. Je pense aussi que mentalement, je n'allais pas bien. Et désolé, un trigger warning, j'allais tellement pas bien que des fois quand je me regardais dans le miroir, je me demandais qui j'étais. Ouais. Et un jour, j'ai pris la tondeuse de mon père et j'ai coupé mes cheveux. J'ai rasé mon crâne. J'ai rasé mon crâne et mes petites sœurs m'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait? Une noire sans cheveux ?» Oui. Je pense qu'on donne des fois aussi beaucoup d'importance à nos cheveux, mais quand nos cheveux ne vont pas bien, plutôt que de mettre beaucoup de crème et de produits, etc., comme dans la vie, il faut repartir à zéro. Certaines, ça vous fait peur, et il y en a certaines, elles ne font pas des big chops, elles font des mini chops. Donc elles laissent un peu très progressif, petit à petit. Et je sais que certaines vont peut-être se dire, mais sans cheveux, t'es pas une femme, ton mec il va faire comment? Ou il y a le regard des gens, ils vont dire, mais là on voit bien ton crâne. Certaines personnes, des fois, elles font des trucs bien derrière là, et tu fais non. On appelle ça les fous. Mais désacralisons le cheveu, et quand ça ne va pas, allez, prenez votre courage à 3 mains, coupez. Ils repousseront et vous irez aussi mieux avec. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit, j'ai eu à couper mes cheveux sur un coup de tête parce que j'en avais un peu marre, je voulais changer. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi? Tu sais, enfin, genre, je te trouve plus vraiment belle comme ça. Incroyable. Sans tes cheveux, je te trouve plus vraiment belle. J'étais là. Non, je n'ai pas changé, j'ai juste coupé mes cheveux. Et aussi, accident de wig, un jour je jouais au basket. Et j'avais ma wig, j'étais en retard, je ne l'avais pas enlevée, je dis je m'en fous, je vais jouer. Et elle est tombée par terre, tout le monde on a arrêté de jouer. Oh mon Dieu. Ils m'ont regardé. Et puis j'étais la seule personne noire, donc ils m'ont regardé genre, ça va? Parce que là, tout le monde va s'imaginer que t'es malade, en fait. C'est ça aussi le problème. J'ai dit, oui, ça va, continuons. J'ai pris ma wig, je l'ai jetée, comme ça, j'ai dit, Wow. jouons. Donc, comme elle a dit, il Incroyable. faut qu'on arrête de sacraliser les choses, quoi. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience au fond, là-bas? Bonjour. En fait, Bonjour. je pense que, pour dire en fait dans la continuité de ce que les autres ont dit, je pense que c'est comment nous on perçoit. Parce que quand on vit une situation désagréable, souvent on a l'impression que les gens grossissent aussi le fait. Parce que je prends un exemple, j'ai une copine, on était à l'amphithéâtre, pas loin, et en fait c'était pendant les compos. Donc on était attroupés avant d'entrer dans la salle. Elle est venue, j'ai un ami qui est venu et en saluant cet ami, en fait l'autre a touché ses cheveux et c'est parti. Donc elle n'avait pas bien fixé sa perruque. Et donc du coup on s'est retrouvés devant l'amphithéâtre, tout le monde avait le regard porté sur elle. Et moi j'ai très bien aimé comment elle a fait, elle a pris sa perruque, elle a remis sur ses cheveux et elle a dit « Oh, merci ». Bon, elle a bien fixé cette fois-ci. Et quand les autres, en fait, qui ne sont pas forcément comme nous, qui ne connaissent pas, ça ne les a pas plus choqués que ça. En fait, sa manière de réagir face à cette situation. Et moi, j'ai tellement aimé parce que sur le coup, moi, j'avais honte. Limite, plus honte même que elle. Et, logiquement, après, comment elle a réagi, ça m'a fait me questionner sur comment moi-même je me percevais
où je percevais la situation. Oui. Et après, à la fac, tout le monde l'aimait bien. On savait que c'était comme ça. Aujourd'hui, elle va venir avec des longs cheveux. On va dire, ah oui, c'est Beyoncé. Demain, elle va venir, ah oui, je suis maintenant Kelly Rowland. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que souvent aussi, le problème qu'il y a à être comme ça, c'est que souvent, on peut te mettre dans un rôle, mais on est amené à changer aussi. Donc, il faut que les autres, tout comme nous, c'est aussi à nous d'éduquer les autres aussi qui ne connaissent pas forcément tout ça et ne pas forcément avoir honte, parce que le cliché d'avoir honte parce qu'une de nos tresses de bread est tombée, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait un peu honte et tout, mais même les non-afro perdent leurs cheveux aussi. Au boulot, on a déjà vu certaines mèches de cheveux, bon, c'est pas comme pour nous, nos braids, mais on a aussi vu ça. Donc, en tout cas, moi, la leçon que j'ai eue suite à cette expérience, c'est essayer de moins dramatiser quand quelque chose nous arrive, parce que nous, on dramatise, on voit ça avec la loupe, mais les autres ne le voient pas forcément comme ça. Et si les autres l'ont vu, ben, dire ça arrive, quoi. S'ils dramatisent, disent non, ce sont les choses qui arrivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de clôturer cet épisode, est-ce que vous avez des questions que vous voulez nous poser ? Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, on va rester un petit peu là pour discuter. Et on va clôturer cet épisode parce qu'on a tous un peu chaud. On a envie d'aller s'hydrater. On veut continuer de profiter de la NHA, qu'on remercie chaudement de nous avoir donné cette opportunité. Ça nous fait toujours un peu bizarre. On se dit toujours il n'y aura personne. Et en fait, vous voir là, ça nous fait énormément chaud au cœur. Donc merci, merci, merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir rendu cet épisode vraiment unique. Merci d'avoir pris la parole, d'avoir partagé vos expériences. On espère qu'on aura l'occasion d'en refaire avec plus de monde, dans d'autres lieux. Enfin, voilà. Tout à fait. Merci à celles qui se sont assises toutes devant, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part à ce genre d'événement, on a l'impression que les gens ont un peu peur de prendre des places qui sont tout devant comme ça. Donc merci d'avoir joué le jeu. Merci aussi à la marque Cream of Nature qui a accepté d'offrir des petits cadeaux à nos auditrices. Donc on espère que vous les aimerez beaucoup comme nous aussi on les apprécie. Voilà, et n'hésitez pas à passer à leur stand en disant que vous êtes des auditrices ou des auditeurs du Thé Noir, vous aurez une petite réduction sur vos achats. Oui. Avec les détails qui se retrouvent dans les sacs, mais n'hésitez pas à aller sur leur stand. N'hésitez pas à aller les voir. Et en fait, on voudrait aussi dire merci parce qu'en fait, on a commencé il y a 8 ans, comme on le disait, on n'était que 2. Et c'est vrai que depuis cette année, on se fait accompagner. On a des personnes dans notre équipe qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Mais on veut quand même remercier Imelda, Molima et Lise qui nous aident au quotidien à faire en sorte que ça continue de grandir et à vous proposer du contenu de qualité. Aujourd'hui, on a nos 2 membres honorifiques, Priska et Aurélie, qui ont été là pour faire un peu les backstage. Vraiment, applaudissez-les parce que c'est juste, il vous faut des sœurs comme ça dans vos vies. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci infiniment pour tout le soutien que vous nous donnez à chaque fois. Mais vraiment à un point où même nous, par moments, on minimise certaines choses, certains moments. Et elles sont toujours là pour nous recadrer, nous dire, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, on va faire ça bien. Exactement. Merci infiniment, Priska et Aurélie. Merci les filles. Et on voudrait aussi remercier nos petites assistantes stagiaires, membres du Thé Noir, Jazz, Saul, Safia et Likia qui sont là aujourd'hui. Merci. Et qui sont là, qui nous soutiennent et qui nous ont aidés à préparer cet épisode depuis le mois de janvier, qui nous mettent une pression incroyable, qui ont choisi nos tenues, nos coiffures, nos maquillages. Oui. Donc, on y est enfin. On y est, on a réussi. Merci les filles, merci à vous. Et merci à toutes nos sœurs. On a énormément de sœurs qui, comme celles qui sont ici aujourd'hui. Comme on l'a expliqué précédemment, on a la famille, on a aussi la famille au sens vraiment étendu. Donc merci à nos sœurs qui vont nous suivre plus tard, qui sont là par la pensée, etc., qui sont à l'étranger. Et je tenais aussi à dire en particulier un bon anniversaire à une de mes sœurs, ma sœur Karen. C'est son anniversaire aujourd'hui même, elle ne peut pas être là aujourd'hui, mais je suis très contente pour elle. Donc bon anniversaire à ma sœur. Et alors là, on va vous demander, parce que c'est enregistré, et si vous le voulez bien sûr, on va vous demander d'enregistrer un petit quelque chose pour nous, qu'on utilisera dans le prochain épisode. Est-ce que vous pouvez dire très très fort, vous écoutez le Thé Noir? Vous êtes prêts? On y va tous ensemble? Ouais. Allez, 3, 2, 1. Super, merci beaucoup. Ça va être le meilleur générique de la saison. C'est franchement, merci infiniment. Merci à toutes.
Et on se dit à très bientôt. À très bientôt.